Du coup, merci d'être venu à cette présentation, donc MLOps pas à pas, donc l'introduction du concept. Donc moi, c'est Florian Dosé, donc je suis à Sphère depuis un peu plus de 2 ans, en tant que data engineer et ML engineer, et j'étais avant data scientist pendant à peu près 3 ans. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, donc le MLOps, c'est ce vers quoi je tente de travailler depuis un bon moment, dû à des expériences assez compliquées en data science quand il fallait industrialiser les projets. Donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Florian Dosé ou lire aussi des articles que je produis sur Medium justement autour du MLOps et l'industrialisation de projets ML. Alors, le sujet du jour, c'est quoi le MLOps? Donc si vous allez sur internet, que vous tapez MLOps, la plupart des sites vous parleront d'une contraction entre DevOps et ML. Le DevOps étant une pratique, un concept permettant d'unifier la partie développement de la partie mise en production, en aidant à automatiser et à standardiser certains process. Et la partie ML pour la partie machine learning, bien sûr. Globalement, vous pouvez la diviser en 3 catégories. La première, c'est la partie expérimentation. Donc votre data scientist qui va vouloir extraire sa donnée, la tester, la valider, faire un peu tout ce qu'il veut avec, et ensuite vouloir créer un ensemble de modèles. La partie déploiement, où là l'idée c'est de prendre ce que le data scientist a pu produire et de vouloir le mettre en production de différentes manières, de façon sécurisée et le plus rapidement possible. Et enfin, vous avez la partie production, où là on va parler de cycle de vie, dans le sens où une fois que vous avez mis en production, il faut pouvoir garantir une certaine qualité et une certaine performance au quotidien pour vos utilisateurs. Donc avant qu'on commence, on va partir sur 2 autres sujets. Comme je vous ai expliqué, le MLOps, c'est contraction entre DevOps et ML, mais finalement, la partie standardisation, déploiement, la partie mise en production, surveillance, c'est des pratiques DevOps. Donc c'est assez compliqué de se dire pourquoi on parle de MLOps et pourquoi est-ce que c'est pas un terme marketing. Donc pour ça, on va repartir sur 2 autres définitions pour bien comprendre pourquoi on parle bien de MLOps. On va parler sur la partie, va commencer par la partie data. Donc la data, c'est ici ce que je vais essayer de présenter, c'est qu'est-ce qu'une donnée dans un système d'information. Donc une donnée, normalement, c'est une information produite par un utilisateur ou un système. À cela, on va avoir des problématiques. On peut avoir des erreurs au moment où la donnée a été créée. Un utilisateur va rentrer une mauvaise valeur. On peut avoir des erreurs de mesure. Vous utilisez des instruments. Ces instruments ont une certaine erreur de mesure à chaque fois et qui peut être plus ou moins importante, surtout si votre instrument finit par être cassé. Et enfin, vous pouvez aussi avoir des fausses informations. Donc un utilisateur qui délibérément peut entrer une fausse information, mais aussi des systèmes qui ne contrôlent pas certaines valeurs et vous pouvez avoir une information fausse sans le savoir dans votre base de données. Cette information, on va la gérer, la transformer et l'agréger. Et ça peut être fait par un ou plusieurs systèmes. Le problème de l'ingestion, c'est que vous pouvez avoir de la perte de données et vous pouvez aussi avoir du retard. La partie transformation, vous pouvez avoir des approximations ou des erreurs de calcul. Et enfin, la partie agrégation dans laquelle vous allez avoir de l'inconsistance. Si j'ai une donnée, si je fais de l'agrégation entre plusieurs sources de données, qu'il y en a une qui est en retard et l'autre qui est à l'heure, en général, je vais avoir une inconsistance. Et enfin, cette donnée va être sauvegardée pendant une durée limitée ou pas, ou non, dans ma base de données, ou dans mes bases de données. Je peux avoir, si elle est limitée, une perte d'historique. Et je peux aussi avoir de la réécriture d'historique. Typiquement, ma donnée a été rentrée, elle a suivi tout son processus, elle est sauvegardée, et on se rend compte plus tard qu'il y a une erreur. Les systèmes en question vont appliquer une correction. Le problème de ça, c'est que moi, si je consomme cette donnée 1 heure après qu'elle a été sauvegardée, je ne sais pas qu'elle est fausse. Et 2 semaines après, elle va être corrigée par un autre système et je ne serai pas prévenu. Une fois qu'on a la définition de la donnée, ah oui, il y a encore d'autres problèmes, j'avais oublié cette slide. On va avoir encore 2 autres problèmes. L'inertie de l'erreur. Une fois que j'ai une erreur qui est dans mon système, dans ma base, elle va rester pendant un bon moment. Un exemple typique, c'est parce qu'on ne peut pas corriger la donnée. Si un jour il y a un arrondi qui est fait sur une donnée et qu'il y a une erreur sur cet arrondi, il est très difficile pour moi de me dire quelle était la valeur d'origine que j'aurais dû mettre et du coup corriger cette valeur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la donnée va être sauvegardée et elle va rester comme ça.
Et ensuite, il y a la pertinence. Ma donnée, elle va être pertinente pendant une durée plus ou moins limitée. Un exemple typique, c'est les prix qu'on avait il y a 5 ans ne correspondent pas aux prix qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a de l'inflation. Donc si par exemple je considère que si j'utilise les prix du passé pour essayer d'évaluer ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas arriver à grand chose parce que justement les prix ont perdu de leur pertinence. Donc là on arrive à la deuxième définition que je voulais arriver, c'était c'est quoi le machine learning? Donc globalement, on peut voir ça comme une méthode pour générer des instructions ou des règles. Vous avez un développeur qui prend un ensemble de données d'entrée, il va écrire une suite d'instructions, un programme, ce que vous voulez, et son but, ça va être de donner une sortie qui est attendue. Le problème, c'est que quand il y a beaucoup d'informations différentes à prendre en compte, c'est très difficile d'écrire son programme. On va commencer à mettre des if-else un peu partout, on ne sait plus trop quoi faire avec. Là où le machine learning, c'est différent. On va se dire, je vais prendre un ensemble de données, je vais entraîner un algorithme, et le but de l'algorithme, ça va être d'écrire cette instruction, d'écrire cette règle à notre place, et de trouver la meilleure règle. Et donc du coup, à partir d'un ensemble d'entrées, il va écrire un programme, et il va essayer de combler cette partie instruction par lui-même. Avec cet ensemble d'entrées, il peut me donner le résultat que je veux. En termes de vocabulaire dont on va avoir besoin pour le reste de la session, il va y avoir les features. Donc les features, c'est les données qu'on donne en entrée d'un modèle, que ce soit pour l'entraînement ou pour les prédictions. Donc c'est des données brutes ou retravaillées. On va avoir aussi donc, la target, donc c'est ce qu'on cherche à prédire. Et ensuite, il y a deux problèmes qu'il faut qu'on comprenne un petit peu avant de faire la suite. Le data drift. Donc en fait, comme j'ai parlé tout à l'heure de pertinence, ma donnée, en fait, elle varie dans le temps. Et donc, quand j'entraîne mon modèle qui prend en compte des informations telles que le prix il y a 5 ans, si je demande des prédictions aujourd'hui, ça ne sera pas pertinent parce que les prix ont bougé. Donc, du coup, j'ai une variation de mes données qui se passe dans le temps et mon modèle ne sera plus à jour, on va le dire, aujourd'hui. Donc, il faut que je dois surveiller en fait la notion de drift dans mes données. Et ensuite, il y a le concept drift. Donc ça, c'est autre chose. C'est quand la définition de ce que je tente de prédire change. Donc si demain, un de mes clients me demande de construire un algorithme qui détecte des fraudes bancaires, je vais prendre un historique d'un ensemble de fraudes, je vais créer mon algorithme. Sauf que demain, mon client il me dit, en fait, j'ai décidé de changer un peu la définition de ce qu'était une fraude ou pas. Bah, mon algorithme, en fait, il prédit les mauvaises choses. Il ne prédit pas ce que le client en demande. Et je vais avoir aussi un problème parce que je n'ai pas non plus d'historique avec cette nouvelle définition de fraude. Donc à partir de ça, on va pouvoir passer au sujet principal. C'est quoi réellement le MLOps? Donc si je reprends la partie expérimentation, l'une des grandes 3 parties, l'expérimentation, mon data scientist va vouloir mettre en place plein de modèles. Donc il faut que je lui donne tous les outils qui lui permettent de comparer ces différents modèles pour choisir le meilleur. Il faut que je mette en place une standardisation, simplement parce qu'un data scientist, la plupart du temps, n'a pas d'expérience en industrialisation. C'est quelqu'un qui fait plus de la recherche, des tests, des combinaisons. Et la mise en production est souvent gérée par d'autres équipes. Et ce qui se passe très souvent, c'est que le data scientist nous produit un code plus ou moins, on va dire, propre, clair et lisible, et il va donner ça à une équipe qui va s'occuper en fait, de quasiment tout refaire pour que ça soit propre et industrialisé. Et c'est une grande perte de temps. Donc l'idée, c'est de donner des standardisations, des outils, des librairies, ce que vous voulez pour rendre le plus propre et le plus packagé possible ce que le data scientist produit dès le début. Et l'idée aussi, bien évidemment, c'est de réduire le temps vers la mise sur le marché. C'est-à-dire que si un data scientist produit un modèle, on ne va pas attendre 4 mois pour le mettre en production. On aimerait bien que ça se fasse en 1 semaine ou en quelques jours. Vient ensuite la partie déploiement. Donc la partie déploiement, quand on parle de DevOps, on parle souvent de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc en CI, on va souvent parler de tests, donc des tests unitaires, des intégrations, ce que vous voulez. Pour la partie ML, en fait, on va parler de validation de données. Donc tout ce qui va être test de validation de données et compréhension de la donnée. Ensuite, on va partir sur la partie CD, où là, on ne va pas chercher à packager des bouts de code ou une application, et ensuite de les déployer.
on va chercher plutôt à packager et à déployer des pipelines de données, et on va chercher à packager et à déployer des modèles. Et il y a une autre problématique en plus de la CI/CD, c'est la CT, pour Continuous Training, où là le but ça va être d'être en capacité de réentraîner le modèle dans le temps, si celui-ci n'est plus assez pertinent. Et tout ça bien sûr de façon automatique. Pour la partie production, on va chercher à monitorer le modèle, parce que forcément si vous mettez un modèle en production, il faut quand même savoir si il prédit absolument n'importe quoi ou au contraire il sert à quelque chose. Ça coûte de l'argent, il ne faut pas que ce soit fait pour rien non plus. Monitorer les features. Donc, comme j'ai expliqué, on peut avoir des risques de data drift dans le temps. On peut aussi avoir nos données sources qui dépendent de plein d'autres applicatifs qui ne nous concernent pas. Ces applicatifs peuvent tomber en production, ils peuvent avoir plein de problèmes. Et donc, du coup, on doit monitorer à la fois la qualité de données dans nos pipelines au fur et à mesure, et on doit également monitorer les features, c'est-à-dire une fois que j'ai mes résultats finaux de transformation de données, est-ce que j'ai commencé à avoir des drifts dans le temps qui rendent mon modèle aujourd'hui non pertinent pour la problématique auquel j'essaie de répondre. J'ai besoin d'alerting. Donc j'ai marqué la notion de drift. Alors on peut avoir de l'alerting pour absolument tout, ça on n'enlève pas les concepts de DevOps classiques, mais je veux avoir de l'alerting si mes features commencent à perdre en performance, et aussi, mes features commencent à drifter, et aussi si mon modèle commence à perdre en performance. Et enfin, je veux pouvoir aussi corriger automatiquement les problèmes. Donc mon modèle n'est plus pertinent, très bien, je le réentraîne. C'est une solution parmi d'autres. Mais en tout cas, je veux mettre en place des systèmes automatiques, peut-être parfois avec validation humaine avant toute mise en production, mais je ne veux pas attendre à 10 heures qu'il y ait un problème et peut-être que je dois faire une manipulation moi-même. J'aimerais que ça soit fait éventuellement dans la nuit et que le matin, quand je regarde mon ordi, j'ai des propositions, est-ce que je valide ou est-ce que je valide pas. Donc un peu plus de détails sur le MLOps. Si je reprends la partie expérimentation, donc le cycle de vie assez grossier qu'un data scientist va avoir dans son travail, c'est la partie extraction de données, analyse du problème, donc reformulation du problème avec le métier, s'assurer que ce qu'on souhaite prédire est vraiment utile et a vraiment un besoin. Une fois qu'il a trouvé l'ensemble de ses sources de données, qu'il a essayé de les comprendre, il va faire de la validation de données, s'assurer qu'elles sont propres, retirer des outliers si vous voulez, ou plein de choses comme ça. De la préparation, donc là l'idée c'est de se dire parmi les données que j'ai, est-ce qu'elles sont toutes utiles? Est-ce que je ne peux pas faire des agrégats, extraire des informations plus pertinentes, retirer du bruit? Ensuite je vais passer à la partie entraînement du modèle, la partie évaluation et la partie validation pour savoir si je garde ou non ce modèle. Ça c'est à peu près le cycle de vie. Ce qu'on veut fournir avec le MLOps, c'est un tout petit peu plus que ça. C'est-à-dire que je vais vouloir aussi sauvegarder un ensemble de métadonnées autour de chacune de mes expérimentations. Alors en métadonnées, on peut avoir du coup un numéro de version de mon expérimentation, mais on va avoir aussi quel jeu de données a été utilisé pour l'entraînement, pour la validation, pour mes tests, quels sont les hyperparamètres qui ont été utilisés pour mon modèle, parce que mon modèle prend en compte des données, mais aussi des paramètres. Je vais hyperparamètres. Je n'ai pas mes notes sur moi, c'est pour ça. Et aussi, je vais vouloir versionner chacun de mes modèles pour pouvoir versionner chacun de mes modèles et pouvoir enregistrer toutes les métriques de performance qui vont me permettre ensuite de comparer chacune de mes expérimentations et de choisir la meilleure. Ensuite vient la partie déploiement. Donc une fois que j'ai fait ma partie expérimentation, j'ai envie de déployer au plus rapidement en production. Donc ce que je veux fournir à mes utilisateurs, c'est déjà la possibilité de sauvegarder mon code source. Bon, la plupart du temps, on utilisera Git, GitHub, GitLab, peu importe ce que vous voulez. Ça, en tout cas, c'est pour la versionning du code. On va chercher en plus à versionner les datasets. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour l'entraînement, la validation, le test. Donc on va tenter de le sauvegarder. On va avoir aussi ce qu'on appelle une modèle registry. Donc mon modèle, je vais le sauvegarder, je vais le sérialiser souvent sous un format fichier, et je vais le mettre dans une registry. Et toute la partie pipeline, donc cette partie toute transformation des données pour passer des données brutes à des données utiles pour mon modèle, je vais tenter aussi de sérialiser toute cette pipeline-là. Et sur ces deux registries, je vais tenter de déployer mon modèle sur le service qui gère mon modèle. Ça peut être une API, ça peut être autre chose.
Et pareil pour ma pipeline où je vais tenter de la déployer sur une infrastructure. Parfois elles peuvent être ensemble, parfois elles peuvent être différenciées, ça dépend des besoins. Et ensuite vient la partie production. Alors ça c'est un schéma très simplifié de comment découper, on va dire, son problème quand on veut mettre en production. Globalement, quand vous voulez créer un produit qui contient du machine learning, vous allez éventuellement avoir un front. Derrière, vous allez avoir une API pour interagir, pour faire soit des demandes de prédiction unitaires. Je suis client, je veux savoir mon score pour avoir un crédit en banque. Bon, en général, ce n'est pas vous qui le demandez, mais c'est votre banquier. Mais en tout cas, le banquier veut le demander pour un client. Il va faire une demande unitaire. Parfois pour un groupe de quelques clients, et aussi je peux aussi faire des demandes par batch, donc c'est-à-dire calculez-moi un score sur l'intégralité de ma base client, j'en ai 2 millions, je reviens dans 10 minutes quand j'aurai le résultat. Donc ça c'est la partie API. L'API elle va interagir avec le système de stockage de mes features, le système où mon modèle, ma partie modèle serving, donc le service qui gère mon modèle. Et enfin, il y a une dernière partie qui est la partie tracing qui permet de tracer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Pour la partie stockage des features, si vous tapez MLOps et stockage de features, l'une des premières réponses que vous allez avoir, c'est le feature store. Donc c'est quoi un feature store? Globalement, c'est découpé en deux parties, storage et serving. Dans la partie storage, vous avez le online storage. Donc ça, c'est globalement une base de données temps réel et souvent à faible latence, qui me sert à récupérer des features de manière unitaire pour des prédictions unitaires. J'ai un client qui veut avoir un scoring, je récupère ces features associées à ce client-là et je vais ensuite faire ma prédiction. Il y a la partie offline storage, là où en général c'est plus pour du traitement batch. Donc je veux récupérer toute ma base client, enfin toutes mes features de tous mes clients. Ça sert aussi d'historisation parce que mes features elles vont bouger dans le temps. Si je prends par exemple comme feature la moyenne d'achat d'un produit sur les 3 derniers mois, au fur et à mesure du temps, cette moyenne elle va bouger. Donc je vais avoir besoin d'historiser cette information. Et cette partie offline, elle a une troisième utilité, c'est que souvent ce sont des data warehouse, c'est-à-dire des systèmes sur lesquels je peux faire des requêtes avec de l'analyse de données sur de grosses volumétries. Et donc je vais pouvoir faire des petites requêtes pour vérifier justement la qualité de mes features dans le temps. Et recevoir une alerte si je commence à avoir des features qui ne sont pas de bonne qualité. Je vais avoir la partie serving. Donc la partie serving, en général, c'est juste une interface entre votre base de données et puis vos utilisateurs sous forme d'API. Elle est plus ou moins obligatoire suivant vos usages. L'idée, c'est que parfois, vos features, vous avez envie de les découper un peu comme une base de données relationnelle. Vous avez des features reliées à un produit, donc vous avez une entité produit avec ses features, une entité client avec ses features. Et l'idée, c'est juste, si je veux des features du produit, du client, et puis que je veux les agréger d'une manière ou d'une autre, ça fait un peu comme une base de données relationnelle, ça va vous agréger les features ensemble. Il y a deux concepts derrière ce feature store qui sont importants, c'est que on a le point in time correctness. Donc ça, l'idée, c'est que j'ai plusieurs sources de données, chacune est mise à jour à sa façon. Certains, c'est des traitements batch une fois par jour. D'autres, c'est des données stream. Je peux en avoir toutes les secondes, toutes les millisecondes. Sauf que moi, ma question, c'est si j'agrège mes données, si je l'agrège par exemple maintenant, une donnée qui est mise à jour une fois par jour, avec une donnée qui est mise à jour une fois par jour aussi, je suis en capacité avec une simple requête de me dire tiens, c'est bien ces données que j'ai agrégées ensemble. Par contre, si j'ai une source qui est agrégée une fois par jour et une autre toutes les 2 secondes, au moment où j'ai fait ma requête, s'il y a 2 secondes de décalage, je ne vais pas avoir la même agrégation. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est à un instant T, quelle information j'avais et quelle résultat d'agrégation j'ai pu avoir. C'est ce qu'on appelle le point in time correctness. L'idée, c'est que quand j'entraîne mon modèle, je ne veux pas utiliser des informations plus fraîches que mon modèle n'avait eu réellement en production à l'époque. Ça serait un petit peu de la triche. Donc ça, c'est le principe du feature store, c'est qu'il est en capacité grâce à des notions de timestamp, de gérer, de faire des agrégations propres et de me dire votre modèle avait telle information et a réalisé tel agrégat à tel moment. Et il y a un dernier concept aussi derrière, c'est
la single source of truth. Donc l'idée, c'est que votre feature store, vous pouvez aussi l'utiliser pour publier votre donnée. Et plutôt que d'avoir 10 équipes dans une grande entreprise qui vont chacune faire leur projet ML et qui vont chacune créer leurs propres features, il y a parfois des features qui vont être communes. Et bien sûr, il va y avoir du retravail. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de features faites à partir des données de vente. Bah, je vais étudier les données de vente, les corriger, essayer de les comprendre les besoins métiers derrière. Une autre équipe se dit, tiens, j'ai besoin des données de vente. Bah, il va refaire exactement le même travail de processing, etc. Et là, l'idée, c'est de se dire, bah, il y a une équipe qui l'a fait, qui a créé des features, elle les publie. Une autre équipe se dit, tiens, j'ai besoin de features liées aux données de vente. Bah, je vais prendre la source en me disant qu'une autre équipe a déjà vérifié la qualité, s'est déjà occupée de tout ce qu'il fallait faire pour avoir des données et des features propres. Alors, le feature store, ça reste quand même des outils qu'on voit assez souvent, mais ce n'est pas obligatoire. On peut parfois s'en passer pour les raisons suivantes. Not server-side computed, ça c'est pour dire que vous avez des cas où les features, c'est pas vous forcément qui allez les précalculer, c'est parfois vos utilisateurs qui peuvent vous donner directement les informations dont vous avez besoin comme il faut. Donc vous n'avez pas spécialement un besoin d'un feature store de stockage et de récupération des données comme j'ai décrit juste avant. Vous pouvez aussi le cas où finalement vous pouvez rapidement stocker beaucoup de données. Donc vous avez un coût de stockage, mais parfois juste les calculer à la demande. En fait, ça ne coûte quasiment rien parce que c'est très rapide, très facile. Et on peut se poser la question parfois, est-ce que je préfère stocker des données, sachant que les 3/4, je ne vais peut-être jamais les utiliser, ou est-ce qu'au contraire, je préfère les calculer à la demande, parce que ça pourrait éventuellement me coûter moins cher. Et enfin, le feature store, comme je dis, c'est très pratique si c'est une seule source unique d'entrepôt de données dont tout le monde va se servir. S'il n'y a que vous qui vous en servez et que vous n'avez qu'un seul modèle, c'est peut-être un peu overkill. Autant prendre juste un bon data warehouse dans lequel vous mettez vos features et puis basta, une petite fonction qui ping de temps en temps, vérifier que tout est OK, que vos données sont bonnes et ça suffit. Ensuite, on a la partie model serving. La partie model serving, encore une fois, un schéma très simplifié. L'idée, c'est que votre modèle, il va être à la fois, il peut y avoir une partie pré-processing, donc vous avez des données qui sont plus ou moins brutes, plus ou moins agrégées. Vous allez vouloir peut-être faire quelques transformations juste avant d'appeler le modèle. Vous avez ensuite la partie prédiction, donc là, vous demandez simplement à votre modèle de prédire à partir des inputs, et la partie post-processing. Ça peut être très utile si votre modèle n'est pas on va dire la finalité de votre résultat. Moi, je veux accorder ou non un crédit à un client, je ne vais pas lui retourner une probabilité de 0,63. Je vais lui dire oui ou non. Et éventuellement, je vais lui expliquer pourquoi. Donc, on peut avoir une partie post-processing de la réponse. Ouais, c'est parce que on peut avoir des soucis avec ça, et c'est les points d'attention qu'on doit regarder en MLOps, c'est le data leakage. Donc l'idée, c'est que quand j'entraîne mon modèle, je lui donne un ensemble d'informations. Quand je suis en production, je lui demande des prédictions, je m'attends à ce que ces informations soient les mêmes. Si, admettons, je demande l'âge du client et je l'ai dans ma base de données, j'utilise cette information pour entraîner mon modèle. Le client, il remplit un formulaire, l'âge, c'est une information optionnelle, donc il ne va pas la remplir. Du coup, j'ai une différence entre ce que j'ai utilisé dans ma base d'entraînement et ce que j'ai en réalité dans ma production. Et enfin, il y a le fait de pouvoir reproduire ces résultats. Si en fait un client interroge, mon modèle fait une prédiction, s'il il reclique sur le bouton par erreur et qu'il a une autre réponse, en général, on ne se fie pas trop à votre service. Donc ça peut être pour la partie satisfaction client et aussi confiance du client. C'est aussi pour nous, quand on veut faire des prédictions, on veut que ce soit déterministe. Parfois, on peut être tenté de rajouter un peu d'aléatoire dans certains cas, auquel cas, il ne faut pas faire de l'aléatoire, mais du pseudo-aléatoire, et s'assurer que toute réponse qu'on donne sera toujours la même. Ensuite, il y a la partie tracing, partie très importante. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous êtes appelé, on appelle votre modèle, vous faites un traitement, il faut sauvegarder un ensemble d'informations. Les informations qui vous ont été fournies,
Alors ça, c'est utile pour savoir si le problème il vient de chez vous ou s'il vient de l'utilisateur. Comme j'ai dit, hein, si l'utilisateur se dit je rentre pas là, je vois telle information, je la rentre pas, ou je vais mentir sur telle information, vous allez voir votre performance de modèle qui se dégrade. Votre premier réflexe, c'est de dire bah, je vais le réentraîner. Ça va pas faire grand-chose, c'est juste que vous avez été trop permissif avec vos utilisateurs ou que les données utilisateurs, enfin, quand c'est un utilisateur qui interagit directement avec vous, hein, après ça peut être votre source de données dans votre base, dans votre feature store qui est fausse. Mais l'idée, c'est de pouvoir comprendre d'où vient le problème. Quelle feature j'ai utilisée? Ça, c'est utile parce que, comme j'ai dit, les features, elles bougent dans le temps. Vous pouvez aussi avoir des soucis de données qui ne sont pas à jour, etc. Donc, votre historique, en fait, ça peut être difficile de recalculer son historique. Donc, il vaut mieux se dire, bah, attends, je vais sauvegarder plutôt vraiment ce que j'ai utilisé tel jour, plutôt qu'essayer de m'amuser à tout recalculer en espérant que toutes mes agrégations sont bonnes. Je vais aussi vouloir sauvegarder tout ce que mon modèle a pu répondre, ou mes modèles si j'en ai plusieurs, et aussi tout ce que mon API a, enfin, en tout cas mon produit a pu répondre à mon utilisateur si des fois j'ai fait du post-processing. Et enfin, je vais vouloir mesurer les métriques de performance. Alors les métriques de performance, ça peut être autant la partie est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort, est-ce que mon modèle est bon. Mais il peut y avoir aussi d'autres éléments comme le temps de réponse, combien de temps mon modèle a mis pour faire de l'inférence. Parce que pareil, si j'ai des problématiques où mon client me dit je veux une réponse en moins de 20 millisecondes, il y a le temps de l'appel, le réseau, tout ça. On va éviter de faire des modèles qui sont trop gros. Il peut y avoir aussi des métriques autour du CPU de la RAM. Donc ça, c'est très utilisé quand vous faites de l'IoT. Donc vous allez mettre un modèle sous forme de fichier sur une application. Je pense que beaucoup ont déjà fait des trucs de traitement d'image sur des applications ou traitement vidéo. Bon, en général, vous n'avez pas une grosse latence, hein, en tout cas, j'espère pour vous, parce que sinon, c'est très compliqué à utiliser. Donc, et on veut éviter aussi que le portable il chauffe et que toute sa batterie soit partie en bout de 15 minutes. Les petites astuces que je voudrais vous donner. Vous avez plusieurs moyens de déployer votre application quand vous faites du déploiement. Vous pouvez faire de l'A/B testing, donc vous déployez 2 modèles et et en fait le trafic va être splitté, on va dire 50% du temps, vers un modèle A ou vers un modèle B. L'idée c'est de pouvoir vous dire tiens, je vais pouvoir comparer la performance de mes 2 modèles, surtout quand vous faites de l'e-commerce par exemple, de la recommandation e-commerce. Comme vous pouvez envoyer qu'une seule réponse à l'utilisateur et que vous savez que ça va l'influencer, bah, vous mettez 50% d'utilisateurs sur le premier modèle, 50% sur l'autre modèle, et vous voyez s'il y a une différence de ROI ou de performance, et vous savez comment choisir votre modèle. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est juste des petites approches qui peuvent vous aider en production et réduire quelques problèmes. Disons que ça peut vous sauver un petit peu. Donc le train replica, alternative replica. L'idée, c'est que votre data scientist, il doit étudier ces features. Donc, par conséquent, il doit étudier aussi le risque d'avoir justement un drift dans le temps. Si vous avez un bon historique, en général, vous pouvez le voir en avance que telle feature est plus à risque qu'une autre. Pas toujours, mais vous pouvez très souvent le faire. Et parfois, il y a une discussion qui se fait entre le data scientist et le ML engineer qui va tenter d'industrialiser. C'est le data scientist se dit, moi, je veux garder cette information parce que elle me permet d'avoir une très bonne performance avec mon modèle. Et le ML engineer, en général, il dit, ouais, mais elle n'est pas très stable, donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes en production, donc j'aimerais bien que tu me la retires. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Vous mettez en place le modèle avec ses features instables. Comme ça, vous avez une certaine performance. Et derrière, vous mettez en place aussi le modèle sans ces features instables. Il y a deux intérêts à faire ça. C'est que, le jour où ces features instables deviennent instables, vous avez déjà la garantie que vous êtes capable de créer un modèle sans ces informations-là. Parce que forcément, si vous avez une baisse de performance, est-ce que vous avez une performance suffisante pour répondre aux besoins métiers? Peut-être que ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, vous allez avoir de gros problèmes en production. Et donc l'idée, c'est de créer ce deuxième modèle et de le prédéployer sans lui assigner de ressources pour ne pas payer. Et l'idée, c'est qu'avec du monitoring de features, si vous vous rendez compte que ces features instables que vous avez, on va dire, que vous surveillez bien, commencent à avoir des soucis, vous allez avoir besoin de temps pour étudier ces données et trouver une solution. Sauf que si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps en production pour éviter parce que vous avez besoin d'une qualité de service constante, bien vous allez simplement splitter le trafic vers le modèle sans ces features instables
vous allez avoir une baisse de performance, mais qui sera au minimal celle qui était attendue par le métier et les demandeurs. Et ça laisse du temps à vos équipes d'étudier un peu les données et de trouver une solution qui puisse, on va dire, satisfaire tout le monde. Et ensuite, ça, c'est le cas vraiment extrême. Vous avez anticipé certaines features d'avoir des problèmes, mais ce n'est pas celles-ci qui sont problématiques. C'est des données que vous avez jugées comme stables, mais elles viennent de systèmes d'information qui se sont tous pété la gueule. Vous avez des soucis partout, vous ne pouvez pas utiliser ces données, vous devez les supprimer. Ça veut dire que, il faut recréer un modèle, il faut refaire des expérimentations, ça prend du temps. Donc, il vaudrait peut-être mieux être assez rapide, surtout si je veux, si je veux assurer une qualité en production. Donc là, l'idée, c'est d'appeler un service d'AutoML et de se dire, bon, temporairement, j'appelle ce service d'AutoML, de toute façon, il va se calibrer le mieux possible pour me trouver la solution que je veux. S'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a peu de chances que même moi, j'arrive à mettre en place un modèle qui fonctionne bien, en tout cas en un temps limité. Et s'il y arrive, je le mets en production, quelques jours, quelques semaines maximum, le temps de trouver une solution et de corriger ce qu'il faut. Alors personnellement, je ne suis pas pour l'AutoML en production, mais l'idée d'avoir une boîte noire qui construit une boîte noire et que je mets en production et que je ne maîtrise pas, mais c'est mieux que de rien avoir. Qu'est-ce que je recommanderais parce que j'ai parlé beaucoup de concepts au MLOps, qu'est-ce que je recommanderais au minimum dans un projet? La première chose, c'est le monitoring des features. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas toujours monitorer votre modèle. En tout cas, vous ne pouvez pas le monitorer en temps et en heure. Un exemple, c'est j'ai un client qui me demande des prédictions de vente sur un nouveau produit parce qu'il va faire une commande qui va arriver du coup dans 6 mois et le produit va être vendu sur 3 mois. Ça veut dire que ma prédiction d'aujourd'hui, je ne peux déjà pas commencer à la mesurer avant 6 mois et 9 mois maximum si je veux toute la période. Donc ça veut dire que je peux répondre n'importe quoi. Demain, j'ai un autre client qui m'appelle, je peux répondre n'importe quoi, je vais attendre 6 mois et au bout de 6 mois, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est quand je ne peux pas monitorer mon modèle, je monitore mes features. Si mes features bougent ou qu'il y a des soucis dessus, mon modèle a forcément des problèmes. Si je peux monitorer mon modèle, sachant que même si je ne peux pas dans l'instant, c'est toujours bien d'avoir toutes les métriques qu'il faut pour le faire ne serait-ce que plus tard, parce que l'idée c'est de pouvoir être en capacité de rendre des comptes. Est-ce que mon modèle prédit bien? Est-ce que le service que j'ai rendu est suffisamment performant et répond aux attentes? Une registry, à la fois pour mon modèle et pour mes pipelines. Donc l'idée c'est de sauvegarder tout le code, de pouvoir le redéployer à la demande quand je veux, et de pouvoir repasser à l'ancienne version si ma nouvelle pose des problèmes. Alors ça c'est une recommandation personnelle. Faire en sorte que votre modèle il soit optionnel. Ce qui se passe, c'est que souvent il y a des process métiers qui sont soit de l'aléatoire, soit des règles métiers, et on vous dit j'aimerais bien ajouter un peu plus d'intelligence. Donc on va vous demander de construire un modèle. Le problème c'est que le jour où votre modèle ne marche vraiment plus, ou que votre service ne répond plus, il y a des gens derrière qui ont besoin d'une réponse en fait, pour continuer à travailler. Donc la question c'est qu'est-ce que vous faites? Ce qu'il faut, c'est quand vous créez un système qui repose sur un modèle de machine learning, c'est de toujours créer un système de secours. Ça peut être de l'aléatoire, ça peut être la réapplication des anciennes règles métiers, mais l'idée c'est de ne pas avoir une interruption de service et de ne pas rendre tout votre produit entièrement dépendant. Je vais donner une petite anecdote personnelle là-dessus. J'ai tenté de prendre des vacances sur une plateforme de réservation de logement qui voulait d'abord vérifier que j'étais une vraie personne. Donc ils m'ont demandé bien évidemment un document, une pièce d'identité pour vérifier que j'étais réel. J'ai scanné, je l'ai envoyé et j'ai eu une réponse dans les moins de 2 minutes qui m'a dit que ma pièce d'identité était invalide ou totalement fausse. Bon, je pense que ma mairie ne m'a jamais trompé. Le truc, c'est que j'ai cherché partout le bouton pour dire je veux que ça soit consulté par une vraie personne ou avoir une interaction. Ça n'existait pas, donc je suis parti sur une autre plateforme. Donc ça, c'est typiquement je vais reposer tout mon service sur un modèle et puis je ne vais pas donner de solution de secours à mes clients ou au métier qui est derrière. La présentation est bientôt terminée et je pense qu'il y en a certains qui vont me poser la question mais tu n'as pas parlé de techno. Et ça, c'est normal. La raison principale, c'est parce que déjà le MLOps, c'est un concept, c'est pas une techno. Donc quand vous regardez peut-être des vidéos, que ce soit Google qui va en parler, Amazon ou d'autres intervenants, en général, ils vous font une présentation de MLOps en moins de 10 minutes, puis après, ils passent d'un coup sur des outils, puis étrangement, c'est ceux qui développent et qui sont en train de vendre.
Et j'aime bien quand même garder en tête que l'idée que en fait, l'outil, c'est... Enfin, il y a plein d'outils sur le marché. Ça, c'est juste un sous-exemple de ce qui existe. Et vous en avez pour tous les besoins. Le problème, c'est que déjà, bah, vous changez d'entreprise, ça change de techno. Et la deuxième chose, c'est que le marché n'est pas sec. La plupart des technos sont très récentes. Les premières fois où on parlait vraiment d'outils MLOps, etc., c'était il y a à peu près 5 ans. Donc c'est quand même très très récent. Et aujourd'hui, il faut plutôt penser à besoin, comment j'essaie d'y répondre, et ensuite, éventuellement, quelle est la techno la plus adaptée. Ça ne sert à rien de se dire, tiens, je vais faire du TensorFlow parce que TensorFlow, c'est Google et c'est populaire. Autant se dire peut-être parfois juste un tout petit script qu'on a fait à la main, ça marche très bien. Il ne faut pas chercher forcément à voir quel est l'outil avec le plus de réputation et je vais le mettre par défaut, quand finalement je peux tout faire assez simplement. Merci à tous. Et du coup, si vous avez des questions. Donc bonjour à tous. Alors je m'appelle Julien Carme, je suis data scientist, d'ailleurs je reviendrai plus tard dans la présentation sur la définition de ce terme, je pense. Je travaille chez Worldline. Donc Worldline, c'est une société dont le cœur business c'est le paiement, mais qui fait aussi pas mal d'autres choses, donc c'est une multinationale. Et il y a une antenne à Lille qui a un peu plus de 1000 employés. Voilà, alors aujourd'hui je voudrais vous parler en fait d'un projet que j'ai fait depuis un petit peu plus de 2 ans, sur lequel j'ai passé une part assez importante de mon temps. D'abord, attendez, j'ai oublié quelque chose, je vais faire une petite pause. Je vais revenir sur mon parcours parce que je pense que c'est aussi important vis-à-vis de la définition data scientist justement et de ce dont je vais parler plus tard. Donc moi j'ai fait mes études ici à Lille, à l'université de Lille. J'ai fait de la recherche, j'ai fait un doctorat en machine learning avant que ce soit un sujet à la mode. Ensuite j'ai intégré Worldline il y a une quinzaine d'années, un petit peu moins. Et j'ai d'abord travaillé en recherche et développement et progressivement j'ai cherché à m'approcher des opérations pour être là où justement les choses se font. Et quand l'appellation data scientist a commencé à exister, eh bien, justement, même si je trouve que le nom n'est pas très heureux, le concept qu'il y a derrière convenait tout à fait à ce que je voulais faire dans cette entreprise. Voilà, je reviens un petit peu à mon sujet. Donc, alors voilà, j'ai travaillé sur un projet depuis un petit peu plus de 2 ans, je vais vous en parler, mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas tant de vous parler finalement de l'intérêt que pouvait avoir ce projet pour l'entreprise et des résultats, que de vous faire un retour d'expérience et de vous parler un petit peu des difficultés qu'on a pu rencontrer et des solutions qu'on a essayé de trouver d'un point de vue pragmatique. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a commencé vraiment au niveau vraiment des concepts, du design, d'une réflexion autour de ce sujet et on est arrivé jusqu'à la mise en production et je vais un petit peu essayer de balayer tout ça ce soir en prenant quelques points ponctuels qui me semblent intéressants d'évoquer. Alors, je surveille un petit peu le temps. Ouais. Alors, le projet en question s'appelle le Smart Router. Donc, comme je vous l'ai dit, chez Worldline, c'est une entreprise de paiement. Donc, la gestion du paiement, il y a tout un tas de choses à faire. Quand vous allez payer, que ce soit sur Internet ou en magasin, n'importe quel paiement électronique, il y a de fortes chances, si c'est quelque part en Europe en particulier, mais même ailleurs, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, votre paiement soit processé soit traité par Worldline. Parmi ces différentes tâches à faire quand on traite le paiement, il y en a une, la première en fait, qui s'appelle le acquiring. Alors je vais faire un peu de franglais, hein, désolé, vous êtes habitués, je pense. Le acquiring, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez le marchand, commerçant, vous êtes dans votre magasin, vous payez, et la transaction électronique, elle doit aller vers un acquirer. Donc le acquirer, qu'est-ce que c'est? C'est une institution financière, en pratique, c'est une banque, en général. Pas toujours, mais en général, c'est une banque. Donc il s'agit juste de connecter, de transférer le paiement du marchand à l'acquirer. Ça ne paraît pas très compliqué dit comme ça. Il y a tout un tas de subtilités dans les détails desquels je ne vais pas rentrer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet acquirer, généralement, il va accepter la transaction.
et tout va bien se passer. Mais assez souvent quand même, il va refuser la transaction. Et là, ça ne va pas bien se passer. Le client final, il n'est pas content parce qu'il n'a pas pu acheter son produit. Le marchand, il n'est pas content parce qu'il n'a pas pu vendre son produit. Bon, la banque, elle a refusé la transaction, on va dire c'est son problème. Et nous, on n'est pas content parce que bien sûr, on se prend une commission sur la transaction et donc cette commission, on l'a perdue et puis personne n'est content. Donc, voilà. Donc en fait, cette situation où le acquéreur, la banque finalement refuse la transaction, elle ne nous plaît pas. Et donc une des choses qu'on essaie d'optimiser, c'est ce qu'on appelle le taux d'acceptance, c'est-à-dire la proportion de transactions qui vont être acceptées. Alors une des solutions, c'est au lieu d'avoir une institution bancaire en objectif comme ça, on en prend plusieurs. Donc on signe des contrats avec différentes banques. Et au lieu d'envoyer la transaction à une banque en particulier, on va envoyer la transaction à une des banques. Évidemment, on ne peut pas l'envoyer à plusieurs. Hein. On va l'envoyer à une des banques qui fait partie du portefeuille de banques avec lequel on a signé le contrat. Laquelle? Et c'est là qu'intervient justement ce projet sur lequel on a travaillé qui s'appelle le Smart Router. Donc en fait, l'idée, c'est la suivante, c'est de dire certaines banques vont avoir tendance à plus accepter certaines transactions. Donc par exemple, on a travaillé en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, vous allez avoir une banque, si elle reçoit une transaction mexicaine, elle va avoir tendance à la refuser, par exemple. Si elle reçoit une transaction de l'Équateur, elle va plus avoir tendance à l'accepter. Et on peut avoir des règles pour dire, par exemple, si on a une transaction qui a telle caractéristique, on va plutôt avoir tendance à l'envoyer vers telle banque ou telle banque. Mais bon, là, je pense que vous vous doutez un petit peu de la suite. Ce qu'on a envie de faire, c'est au lieu d'avoir des règles qui sont des règles métiers, qui sont compliquées, qui évoluent, qu'on ne connaît pas forcément, aussi les règles, le problème, c'est que les experts, ils sont convaincus qu'il y a telle ou telle règle, mais en fait, ils peuvent se tromper. Et s'ils se trompent, en général, on ne s'en aperçoit pas. Parce qu'évidemment, ce qui est quand même important de comprendre, c'est qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles une banque va refuser. Quand elle va refuser, elle va envoyer une espèce de message d'erreur, mais enfin, en gros, on ne sait pas pourquoi elle refuse. Souvent, on ne sait pas pourquoi elle refuse. Parfois, il y a une raison précise. Elle dit « je pense que c'est de la fraude ». Donc ça, c'est un cas, par exemple, un peu particulier. Parfois, elle dit « il n'y a plus de sous sur le compte ». Donc là, bon, c'est pareil, il y a une bonne raison quand même. Et on peut supposer que, quelle qu'ait été la banque, la transaction aurait été refusée. Mais souvent, on ne sait pas. On ne connaît pas finalement les motifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre deux ce qu'on a appelé le Smart Router, et que pour chaque transaction, une par une, la transaction va être analysée par le Smart Router, et le Smart Router va dire, étant donné les informations que je vois sur cette transaction, eh bien, je vais plutôt l'envoyer vers cet acquéreur-là. Alors, la transaction, elle va partir vers un acquéreur, et là, l'acquéreur, de deux choses l'une, soit il accepte, soit il refuse la transaction. Et qu'il accepte ou qu'il refuse, nous, on va le savoir évidemment, donc on va avoir un feedback. Donc on va avoir cette information-là. Et c'est là qu'entre en jeu le machine learning, parce que notre système va apprendre, en un certain sens, il va apprendre le comportement des acquéreurs. C'est-à-dire qu'il va apprendre que à partir de ce feedback, ça va nous former on va former l'apprentissage à partir de ces exemples-là. Et on va progressivement apprendre que telle transaction est acceptée par tel acquéreur. Et l'idée, c'est d'optimiser notre fonction objectif, c'est finalement de maximiser le taux d'acceptance. Alors, comment ça marche? Le principe, il est quand même relativement simple. On a en fait un modèle de classification par acquéreur. On a une transaction qui rentre, qui est envoyé à chacun de nos modèles de classification. Okay. Chacun de nos modèles de classification, il va nous dire oui, probablement, enfin la transaction va être acceptée ou va pas être acceptée. Il va nous donner un indice de confiance. Donc là, par exemple, le modèle 1, il a un modèle qui nous dit bon, la transaction elle va être acceptée à 90%. Et le modèle N nous dit la transaction elle va être acceptée à 85%. Donc là, vous vous en doutez, on va choisir le modèle 1. On va envoyer à l'acquéreur. L'acquéreur, il va nous envoyer son feedback. Et le modèle 1 va réapprendre à partir de ce feedback. Donc comme vous le voyez, le principe est simple. Les modèles de classification, ça va être des choses... Alors on a expérimenté un certain nombre d'algorithmes, mais le modèle qu'on a choisi pour des raisons que je vais ensuite préciser un petit peu, c'est un perceptron multicouche. Donc ce n'est pas du deep learning.
c'est un perceptron multicouche qui est appris avec scikit-learn, multi dans le sens 2 ou 3. Bon, parfois on fait du deep learning avec, et on dit qu'il y a 2 couches, mais bon, moi je ne vais pas vous escroquer, je ne vais pas vous dire que c'est du deep learning alors qu'il y a 2 couches. Donc on utilise scikit-learn et je vous expliquerai aussi après un petit peu pourquoi. Et ce perceptron, avec ce feedback, va apprendre à mieux classifier la transaction la fois suivante. OK? Voilà. Hop. Alors, donc tout ça c'est relativement simple dans le principe, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas de difficultés dans ce projet. Et je vais essayer je vais vous présenter un petit peu certaines de ces difficultés pour vous montrer que même un projet qui peut paraître être un projet relativement simple, finalement, où on va utiliser un modèle relativement classique, où le contexte paraît quand même pas très compliqué conceptuellement, on va être confronté à un bon nombre de difficultés. Alors le premier, comme vous l'avez probablement remarqué pendant mon explication, c'est qu'on est dans un contexte un peu particulier qui s'appelle le online learning. Alors je ne sais pas si vous êtes familier du online learning, mais comme vous le savez probablement, si vous connaissez un petit peu le machine learning, le contexte classique du machine learning, c'est le suivant. Vous avez un ensemble d'apprentissage. Vous appliquez un algorithme, vous êtes offline, donc vous êtes data scientist, vous avez vos données, vous appliquez un algorithme sur votre ensemble de données et vous générez un modèle. Ce modèle-là, bon, ben voilà, il est fait, vous le validez, vous vérifiez. Une fois que vous êtes content de votre modèle, vous pouvez l'appliquer sur un ensemble de validation, de tests, tout ce que vous voulez, mais à un moment ou à un autre, vous allez le pousser en production et ce modèle, il va être appliqué en production. Et puis à un moment dans le futur, vous allez le mettre à jour et vous allez le réapprendre à partir de nouvelles données et vous allez le repousser en production. Le online learning, c'est pas ça. Le online learning, l'idée, c'est que votre modèle, il est en production directement et à chaque exemple qu'il reçoit, ou du moins à intervalle de temps très court, il va automatiquement réapprendre à partir de ces exemples-là. C'est le principe même du système. Ce que je veux, c'est avoir un système qui va réagir à tout changement, à toute modification dans le comportement de mes acquéreurs de manière, sinon immédiate, du moins très rapide. Alors ça change beaucoup de choses, hein. La principale différence, c'est que vous n'allez plus pousser des modèles en production, vous allez pousser des configurations de modèles, des hyperparamètres, des informations sur la manière dont ce modèle est appris. Mais le modèle, lui, il ne sera jamais poussé en production, il l'est en production, et uniquement en production. Et il apprend tout seul en production. Alors évidemment, la prise de risque, ce n'est pas la même, parce que quand vous apprenez un modèle, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez dedans, sur la manière dont il fonctionne. Là, il est appris en production, donc évidemment, vous allez tester offline, hein, en faisant des flux simulés, hein, de transactions, et voir un petit peu comment votre système se comporte. Il n'en reste pas moins qu'une fois en prod, votre modèle, il est là, et il apprend tout seul, il évolue tout seul, en dehors de votre contrôle. Alors un point très important, et ça va faire écho, même si le contexte est différent à des éléments de la présentation précédente, c'est quand vous êtes en online learning, vous poussez une nouvelle configuration en production, ce que vous allez faire tout de suite, c'est récupérer, c'est monitorer, récupérer de l'information sur la manière dont ça fonctionne, dont votre modèle se comporte. Donc vous captez un peu tout ce qui se passe et vous regardez si tout est un petit peu cohérent, si vos performances elles sont bonnes, si tout se passe bien, et ça c'est un travail. En plus, vous avez un peu le stress du temps quand même, hein, parce que pendant que le modèle tourne en production, s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, vous avez envie de le savoir le plus tôt possible et essayer de rectifier le tir. Mais ça, j'y reviendrai. Donc ça, c'est un premier point. Alors, un deuxième point qui est extrêmement problématique dans ce projet et que je trouve intéressant, c'est celui de l'évaluation. En fait, vous n'avez aucun moyen. En machine learning classique, vous avez un dataset et il est étiqueté et vous faites un ensemble de tests et vous vérifiez comment votre modèle se comporte sur votre ensemble de tests. Et en fait, on ne peut pas le faire dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de transactions stockées, pour chaque transaction, on sait si elle a été acceptée ou pas, mais elle n'a été envoyée qu'à un seul acquéreur. Ce qui veut dire qu'une fois que la transaction est envoyée à un acquéreur, elle a été acceptée, elle a été refusée. Bon, ça, vous le savez. Mais est-ce qu'elle aurait été acceptée si vous l'avez envoyée à un autre acquéreur? Vous n'en avez aucune idée et vous ne le saurez jamais. Ce qui veut dire que sur un dataset, vous ne pouvez pas tester de manière directe votre modèle. Et ça, c'est extrêmement problématique. La seule manière de savoir si votre modèle il marche ou pas, direct, mais je vais y revenir après derrière, c'est de mettre ce modèle en production et de voir si votre taux d'acceptance, il monte ou il descend. Avec les conséquences que ça a pour l'entreprise, évidemment. Alors, bon, ce qu'on a pu faire, en fait, de notre côté, donc déjà, on a des espèces de simulations, on a créé des acquéreurs virtuels avec des règles d'acquisition,
et on voit dans quelle mesure notre routeur est capable d'apprendre correctement le comportement de ces acquéreurs simulés. Mais les acquéreurs simulés, ce ne sera jamais la même chose que des vrais acquéreurs. L'autre chose aussi, c'est que, donc, dans le slide précédent, on a vu, il y a différents modèles. Vous pouvez tester ces modèles indépendamment. Vous pouvez voir si chaque modèle arrive à correctement évaluer la probabilité qu'une transaction soit acceptée ou pas. Ça, vous pouvez le faire. Mais est-ce que, si vous avez une bonne capacité de prédiction sur un modèle, ça veut dire que votre routeur il va bien fonctionner? Probablement, c'est une hypothèse raisonnable, mais pas forcément. Vous pouvez avoir, sur un modèle, être capable de prédire assez bien que tel acquéreur va accepter ou non la transaction, que tel autre va accepter ou non la transaction. Mais si la différence entre les deux, elle est subtile, ce qui vous intéresse, c'est la différence entre les deux. Et si la différence entre les deux, elle est subtile, vous ne pouvez pas être complètement sûr que vous l'avez apprise correctement, cette différence-là. Donc l'évaluation, c'est un des points, ça a été un des points de difficulté de ce projet. Alors, j'en cite deux autres, que j'ai considérés comme relativement intéressants aussi. Pour tout un tas de raisons, on est dans un projet où on va avoir envie d'avoir une évaluation de la probabilité d'acceptation. Je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire de dire, cet acquéreur-là, on pense qu'il va accepter la transaction avec 85% de chance. Alors, je ne sais pas si il y en a si vous êtes familier du machine learning, vous avez donc, nous on utilise scikit-learn. Scikit-learn, dès que vous avez un modèle, la quasi-totalité des modèles, ou la totalité, j'avoue que je ne suis plus trop sûr, vous pouvez faire un predict, les modèles de classification, il va vous classifier, et vous pouvez faire un predict proba, et il va vous donner, pas une probabilité justement, c'est ça la subtilité, c'est que ça ressemble à une probabilité, c'est compris entre 0 et 1, plus c'est élevé, plus vous avez de chances que votre élément soit accepté, enfin que la classe ça soit vrai, et plus c'est bas, plus vous avez de chances que la classe soit faux. Néanmoins, ce n'est pas au sens théorique, au sens mathématique, en théorie, ce n'est pas une probabilité, et en pratique, c'est absolument pas une probabilité non plus. C'est non calibré, c'est-à-dire que là, en fait, bon, là j'ai mis, c'est plus à titre illustratif, hein, je n'ai pas voulu faire un slide pour chaque discussion, mais ça c'est une courbe de calibration. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que si le predict proba vous rend un 0,7, en général, ça veut dire que vous avez au moins 95%, souvent, ça veut dire que vous avez au moins 95% de chances que finalement la classe, ça soit 1. Il a tendance finalement à être beaucoup plus centré sur le milieu que la réalité de la probabilité d'appartenance de la classe. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi exactement ça se passe comme ça. Par exemple, pour le cas des MLP, le predict proba, il est tiré directement du niveau de sortie du réseau de neurones, ce qui ne représente en rien une probabilité. Hein. Alors, du coup, pour avoir une probabilité à partir de ça, il faut faire ce qu'on appelle une calibration. Donc ça consiste justement à évaluer cette courbe-là avec un algorithme qui s'appelle la régression isotonique. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui connaissent ici, à part ceux qui ont déjà fait de la calibration, j'imagine. Et derrière, à partir de cette régression isotonique, derrière, on a cette fonction-là et on peut l'inverser pour justement pouvoir obtenir une probabilité réelle à partir de cette probabilité théorique donnée par scikit-learn. Bon, c'est un peu technique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là encore, le fait qu'on soit en online learning, ça va aussi compliquer les choses, parce que ça, ce n'est pas non plus le data scientist qui va le faire dans son coin. Ça va être effectué à la volée, une fois de temps en temps, tous les 100 000 transactions, eh bien, on va avoir une espèce d'introspection du modèle qui va rebalayer les transactions qu'il a déjà rencontrées et qui va se recalibrer là-dessus. Et en plus, les différents modèles pour chaque acquéreur peuvent avoir une calibration différente. Alors, je voudrais terminer aussi pour ces explications, pour ces exemples, sur les contraintes. Là, j'ai donné... ça me permet aussi d'évoquer les questionnements les questionnements métiers autour de ce smart router. Je vous ai dit, on essaie de maximiser le taux d'acceptance. En fait, c'est vrai, c'est notre objectif principal, mais on en a d'autres. Surtout quand on discute avec les gens du métier, et à chaque fois qu'on en voit un nouveau, il a un nouvel objectif pour nous. Donc on a pas mal, évidemment, des gens qui sont dans le métier du paiement. Bon, moi, je travaille dans une entreprise en paiement depuis 15 ans, mais je n'ai pas une très grande expertise métier sur des questions très orientées business, sur l'acquisition. Alors, par exemple, on va avoir un acquéreur qui va prendre un pourcentage un peu plus élevé qu'un autre. Il est plus cher que l'autre. Alors, son acceptation, elle est un peu meilleure, mais il est plus cher. Donc, est-ce qu'on lui envoie à lui ou est-ce qu'on prend le risque de l'envoyer un petit peu moins cher, même si on sait qu'il y a un petit peu plus de chances qu'il se fasse refuser, mais juste un tout petit peu? Bon, voilà, le genre de question qui est quand même pas évidente. Donc là, on va essayer de tenir compte du coût de chaque acquéreur pour pouvoir influer sur celui qu'on va choisir.
Alors, autre contrainte, on va signer des contrats avec différents établissements bancaires. On va peut-être pas leur dire qu'on va les mettre en concurrence avec les autres. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on va leur dire ou pas, j'avoue que ce n'est pas mon boulot. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on signe un contrat avec un établissement bancaire et que finalement, on lui envoie 200 000 transactions au lieu de lui envoyer 15 millions, il ne va pas être content. Et en fait, le coût va devenir plus élevé. Et on ne va pas remplir les objectifs du contrat. Donc les commerciaux, ils nous disent, attendez, nous on a signé avec eux, mais il faut qu'on fasse au moins 10 millions de transactions dans le mois. Donc à ce moment-là, il faut qu'on impose dans l'algorithme de dire, OK, tu choisis le meilleur, mais je veux quand même que dans le mois qui vient, tu en aies choisi au moins 10 millions pour l'envoyer à celui-là, même s'il n'est quand même pas terrible et qu'il refuse souvent les transactions. Donc ça complique pas mal les choses. Et alors ce qui est intéressant, c'est que justement ces contraintes-là qui nous viennent parfois de commerciaux qui, avec tout le respect que je leur dois, n'ont pas forcément une vision technique très très pointue des choses, eh bien il faut réussir à les transcrire en exigences techniques. Et ça va aussi être votre boulot en tant que data scientist. Ça va être de discuter avec des gens qui ne sont pas techniques du tout et de réinterpréter leurs exigences non techniques, de les comprendre et de les réinterpréter en des termes, non pas techniques, technologiques, mais même simplement formalisés en fait. Et ça, c'est une part du boulot qui est importante et qui est souvent assez complexe. Alors, pour revenir un petit peu à la... Ça va peut-être être le slide le plus technique, je ne vais peut-être pas rentrer énormément dans le détail pour celui-là. Je voulais donner un exemple aussi sur les aspects techniques. On est dans l'online learning. Donc là, par exemple, j'aime bien cette question-là parce que ce que je vais vous montrer, ce n'est pas de la rocket science, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais c'est typiquement un problème où vraiment, on a eu l'impression qu'on a dû se débrouiller tout seul et qu'il n'y avait pas d'outil clé en main pour s'en sortir, pour faire ça. Peut-être qu'on ne l'a pas trouvé, mais... et on s'est pas mal creusé la tête pour essayer de trouver une solution. Finalement, celle qu'on a choisie n'est pas très compliquée, mais enfin quand même. C'est quand même intéressant de voir que parfois, on est obligé de coder des choses par soi-même, réimplémenter des algorithmes, faire des choses soi-même. Donc, quand vous avez une feature, un attribut qui est catégoriel, par exemple pays, vous avez plein de pays différents. Okay, pour encoder ça, la méthode la plus simple, c'est ce qu'on appelle le one-hot encoding. Bon, il y a des méthodes alternatives, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le one-hot encoding, ça consiste à dire, bon ben voilà, on sait qu'on va avoir 4 pays, on va transformer une feature catégorielle en 4 features binaires, et elles seront, la première, donc ça va être pays Allemagne, pays France, pays Belgique, pays UK, et on va mettre à 1 quand c'est ce pays-là, et à 0 quand c'est pas ce pays-là. Je pense que ceux qui ont fait un peu de machine learning sont familiers de ça. Donc ça marche bien. Mais en fait, il y a un gros problème quand on fait de l'online learning avec ça. Parce que quand on fait de l'online learning, bon, d'abord, au moment où vous lancez le modèle il ne sait rien, il n'a jamais vu de données. Bon, alors ça, c'est le premier problème. Ça, à la limite, c'est pas trop grave. Parce que vous laissez un vecteur d'une certaine taille, vous laissez des cases vides, et à chaque fois qu'il rencontre des pays, bon, ben voilà, il remplit le vecteur. Seulement, le problème, c'est que ce slot-là, ces slots-là, ça doit être d'une taille limitée. Donc, supposons, par exemple, vous disiez, je vais mettre 20 places pour les pays. Bah, quand on arrive au 21e pays, il n'y a plus de place. Donc on ne peut pas le mettre dans les features. Alors quand vous êtes dans l'apprentissage classique, le data scientist il va choisir son encodage, il va dire bon, il n'y a que 20 pays significatifs, les autres ils apparaissent trop rarement, on les dégage, c'est pas grave. Si vous faites ça pour le online learning, supposons qu'au moment où vous lanciez le modèle, par exemple, on n'ait aucune transaction qui vienne de Belgique. Bon, votre modèle, il va apprendre, il va tourner 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Le modèle, il va être mis à jour, hein. Lui, il va... il peut y avoir un drift du modèle, comme on est en online learning, il va évoluer. Les vieux trucs, il va les oublier, les nouveaux trucs, il va les apprendre, tout va bien se passer. Mais l'encodage, lui, si par exemple, pendant les premiers jours, vous n'avez jamais eu une seule transaction qui vient de Belgique, au bout d'un moment, vous avez une transaction qui vient de Belgique, et puis vous mettez en avoir des nouvelles, parce que vous avez un nouveau client qui est belge. Il n'y a pas de place pour le client belge dans votre encodage. Et donc, au fur et à mesure du temps, la manière dont vous encodez toutes ces features-là, elle va devenir périmée. Et en fait, votre pré-processing, il doit évoluer online un peu de la même manière que votre modèle évolue de la même manière. Alors, nous, on a dû trouver une solution pour faire ça. Donc, en fait, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est la suivante, c'est de dire qu'au lieu d'avoir une table statique qui dit tel endroit de mon vecteur, ça va être pour telle features et telle valeur, on va faire quelque chose qui va évoluer dynamiquement. Mais là, la subtilité, c'est de le faire évoluer suffisamment lentement, parce qu'au moment où vous avez une case que vous n'utilisez plus, en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon voilà, ce pays-là, on le rencontre vraiment trop rarement, par contre, ce pays-là, on le rencontre souvent. Donc la case du pays qu'on rencontre trop rarement, on va la dégager, et à la place, on va faire une mise à jour, on va remettre la case du pays qu'on rencontre souvent. Mais là, vous avez votre modèle, eh bien forcément, il aura une fausse information, parce qu'il aura appris quelque chose de faux,
il aura quelque chose sur un pays, et en fait, cet élément-là, il servira maintenant, cet élément-là qu'il aura appris, dans le vecteur qu'il aura appris, il servira pour autre chose. Et donc, il faut s'assurer que ça évolue suffisamment lentement pour que l'apprentissage arrive à évoluer en même temps que l'association entre un pays donné et un élément donné dans votre vecteur évolue. On a fait un certain nombre d'études pour vérifier que ça fonctionnait correctement avec notamment le réseau de neurones qu'on utilisait. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple. Le pré-processing dans le contexte du online learning, c'est un exemple où on a trouvé une solution pratique qui est raisonnablement satisfaisante pour un problème sur lequel on n'avait pas vraiment d'outils en main qui nous permettaient de résoudre le problème. Alors maintenant, je vais passer, on va dire, un peu à la deuxième partie de ma présentation. Je ne sais pas si au niveau timing ça va, je vais essayer d'accélérer un petit peu peut-être. Je vais passer à la deuxième partie de ma présentation. Je vais parler un petit peu de la mise en production et de la complexité en termes de scalabilité. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous vous en doutez, on traite beaucoup de transactions. Donc on a un gros problème de performance. Donc j'ai mis en haut à gauche les exigences, là, en termes de performance. Elles sont doubles. D'abord, on a une exigence de latence qui est importante, c'est-à-dire qu'au moment où on nous envoie une transaction, il faut qu'on prenne la décision tout de suite. On s'était mis au début 20 millisecondes comme objectif, finalement, au niveau du business, ils nous ont dit, écoutez, 50 millisecondes, ça va. Enfin, globalement, il faut quand même que ça aille très rapidement. C'est-à-dire qu'on envoie une transaction, on veut la réponse tout de suite. Si le système n'a pas la transaction, alors il faut quand même bien dire que ce n'est pas si grave que ça, c'est-à-dire que, bon, bah, en gros, lui, ce qui se passe, c'est que si le smart router ne répond pas, eh bien, le système de paiement, bon, bah, ma foi, il en choisit un au hasard et puis on n'en parle plus. Mais néanmoins, le but, c'est quand même que ça fonctionne dans un temps qui est inférieur à la latence. Et après, il y a la charge. Donc la charge qu'on nous a demandé de pouvoir suivre, elle est de 250 transactions par seconde. Et là, on arrive à un problème. Le problème, c'est que le processus que je vous ai montré, on arrive à peu près... Alors, on utilise donc scikit-learn pour l'apprentissage. Et scikit-learn, il scale très bien sur une machine multicore. Donc ça, c'est chouette, au niveau des réseaux de neurones. Ça, c'est vraiment bien. Et donc, plus vous mettez de cœur, mieux il va fonctionner. Donc, on s'est dit, bon, on va prendre la plus grosse machine qu'on peut trouver. Alors là, on était dans le cloud, hein, et on a une machine à 48 cœurs, je crois, me semble-t-il, hein, des VM à 48 cœurs. Et là, les performances qu'on arrive à obtenir, c'est de l'ordre de 100 transactions par seconde, à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour arriver au-dessus, sachant qu'on peut scaler sur une machine? Mais scikit-learn ne nous permet pas de scaler sur plusieurs machines. Alors, on pourrait utiliser des technos distribués, style Spark, etc. Moi, je suis assez familier de Spark, mais alors là, du coup, Spark, pour avoir 50 millisecondes de latence, accrochez-vous. Donc, ça devient un peu compliqué, et puis, on ne veut pas non plus quelque chose de technologiquement trop complexe. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a découplé l'apprentissage et l'inférence. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inférence, donc le fait d'appliquer le modèle pour classifier une transaction, et l'apprentissage, on fait face à deux contextes qui sont un peu différents. Même si on parle de la même chose conceptuellement, les exigences ne sont pas la même. Pour ce qui est d'arriver à scaler sur plusieurs machines, quand l'inférence, c'est facile. Pourquoi? Parce que le modèle, on peut le copier. On peut instancier 200 machines virtuelles qui vont chacune avoir le même modèle. Et puis elles vont chacune traiter leurs transactions de leur côté. Donc ma foi, même si elles peuvent en traiter 10 chacune par seconde, on en met autant qu'on veut et ça marche. C'est le learning où on ne peut pas scaler parce qu'on a un modèle centralisé qu'on veut apprendre et on ne peut pas apprendre à partir de trop de transactions à la fois. Or, il se trouve que là où on a besoin d'exigences en termes de latence, c'est l'inférence. Ce n'est pas le learning. Donc l'inférence, il faut absolument que quand on envoie une transaction, on puisse tout de suite la router. Par contre, pour ce qui est du learning, bon, on envoie le feedback et puis, ma foi, le système, il apprend quand il veut. Même s'il apprend avec 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, 1 minute de retard, ce n'est pas la fin du monde. Et en fait, ça va même un peu plus loin. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir une inférence qui est, comme je le dis, distribuée sur un certain nombre de nœuds. Un learning qui ne va pas être distribué, qui va être mis sur un seul nœud le plus gros possible. C'est-à-dire, bon, bah voilà, là, on était sur GCP, on leur demande la plus grosse machine et puis on n'en parle plus. Et toutes les transactions qu'on n'arrive pas à traiter, parce qu'il y en a trop, parce que même avec la plus grosse machine, on ne peut pas apprendre à partir de 250 transactions secondes, et bien, ma foi, on les dégage. C'est pas grave, on les oublie. En fait, bon, ça c'est un peu difficile à vendre hein, quand on explique le truc en interne, hein, mais quand vous faites du learning classique, avec des millions et des millions et des millions d'exemples, vous faites ce qu'on appelle du sampling, vous dégagez une partie des transactions et puis vous apprenez sur le reste. Là, quand vous en êtes à recevoir 200 transactions par seconde, ça veut dire qu'en quelques minutes, vous avez des dizaines de milliers de transactions.
En 1 heure, à 100 transactions par seconde, vous êtes à 360 000 transactions par seconde. En gros, les concepts qu'on apprend, il faut 20 30 000 exemples pour les apprendre à peu près, de notre expérience. Donc ça veut dire que de toute façon, même si vous perdez quelques transactions, vous en avez tellement de toute façon que ça suffit, si elles sont choisies aléatoirement correctement, que ça suffit à apprendre les concepts qu'on a envie d'apprendre. La difficulté, c'est quand vous avez peu d'exemples. Mais quand vous en avez énormément, si vous en perdez quelques-uns, c'est pas très grave. Et donc c'est le choix qu'on a fait. C'est d'avoir un learning qui est centralisé et un routing qui est centralisé sur un seul nœud et qui va écarter les transactions qu'il n'est pas capable de traiter, et un routing qui est étalé sur différents nœuds. Alors, quelques mots là-dessus, on commence à parler un petit peu technologie. Donc on utilise Kubernetes, on a un certain nombre de nœuds, et les routing services, ils sont auto-scalés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de charges, le système va spawner automatiquement des routing services. Alors, comment ça va se passer là? Vous avez une transaction, vous avez le système qui va se connecter sur un web service là, et l'application cliente de paiement, elle va nous envoyer des routes pour avoir le routage et avoir une réponse sur vers où on doit router, et des learns qui sont en fait le feedback qu'il nous envoie. Donc quand elle nous envoie un route, le route est rerouté vers un des routing services, et puis voilà, il faut en avoir suffisamment pour pouvoir répondre à la charge énorme de route de slash route qu'on reçoit. Quand on reçoit un learn, on va le router vers le learning service. Ça va être mis en queue, et quand la queue elle atteint une certaine taille, eh bien, on va simplement dégager une certaine partie de la queue, et on va ainsi écarter les transactions dont on n'a pas besoin. Alors, le learning service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ces modèles à intervalles réguliers très rapides, de l'ordre d'une dizaine de secondes, hein, à peu près. Toutes les 10 secondes, il va pousser une nouvelle version du modèle vers le Mongo. Et les routing services, un par un, ils vont aller chercher ils vont aller poler les nouvelles versions des modèles, et ils vont se mettre à jour eux-mêmes. Alors du coup, à chaque fois que vous ajoutez un routing service, hein, ils sont tous indépendants, ils marchent tous tranquillement de leur côté. Il va aller voir sur Mongo, il va chercher la dernière version du modèle et il va tourner tout seul. Si le learning service il casse, il tombe, c'est pas grave, les routings ils continuent avec leur version du modèle. Si vous avez un routing service qui tombe, bon bah c'est pas grave, les autres routing services sont là. Donc ça fait un système qui est stable. Dernier petit détail, mais qui nous a quand même pas mal cassé la tête, c'est que pendant qu'un routing service est en train de poler, il met à peu près 250 millisecondes pour le faire. Pendant qu'il est en train de poler un modèle, il ne peut plus répondre. Alors il faut bien faire attention de ne pas aller l'interroger pendant qu'il est en train de se mettre à jour. Et ça, c'est pas évident. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique là-dessus, mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a un espèce d'orchestrateur derrière qui dit, toi tu t'éteins, tu te mets à jour, tu te rallumes, tu t'éteins, tu te mets à jour, tu te rallumes, etc. Puis on tourne. Alors parlons un peu technologie. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser scikit-learn, donc librairie archi classique de machine learning en Python. Et je ne vais pas y revenir, mais pour tout un tas de raisons, on n'a pas utilisé les systèmes distribués, type apprentissage in database ou Spark ou ce genre de choses. On l'utilise dans d'autres projets, mais franchement là, pour l'online learning, ça ne nous semblait pas adapté. Kubernetes, c'est quand même voilà, l'architecture sur laquelle on fonctionne. Les data scientists, et ça j'y reviendrai, ils travaillent eux-mêmes directement sur... enfin, les data scientists, c'est beaucoup dire, hein, on est 2 ou 3 sur le projet, et on a des statuts qui sont quelque part sur le spectre data scientist, machine learning engineer, et je vais revenir là-dessus. Kubernetes, honnêtement, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec ce système, il y a des mèmes sur Internet sur la complexité d'utilisation de Kubernetes. Franchement, Kubernetes, c'est une technologie que moi je considère comme assez miraculeuse, hein, tout à fait honnêtement. Moi, j'ai entendu parler du cloud la première fois vers 2005, et j'ai l'impression que c'est quand Kubernetes est arrivé que le cloud est vraiment devenu ce qu'il devait être, en fait. Enfin, moi, c'est ma vision personnelle, qui est celle de quelqu'un qui n'est pas archi spécialiste du cloud. Mais moi, je trouve que c'est génial. On fait du code, tac, tac, je veux telle architecture, pouf, on a tout de suite ces machines qui montent. On a en fait vraiment infrastructure as code, on a les machines à la demande quand on en a besoin, alors que les VM classiques, c'était pas ça. Enfin, pour moi, ça ne répondait pas à cette promesse initiale du cloud, qui quelque part, c'est juste une machine déportée. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je trouve que c'est une technologie assez miraculeuse. Alors, il y a sûrement des équivalents, hein, c'est pas la question. Je ne dis pas qu'elle est mieux qu'une autre équivalente. Mais cette génération de technologie, je trouve ça génial. Et justement, à mettre dans un cadre un peu MLOps. Alors, je ne suis pas un spécialiste du MLOps, mais dans un cadre MLOps, ça permet d'avoir des gens qui vont à la fois travailler sur les modèles et puis en même temps pouvoir avoir directement accès à tout ça et pouvoir déployer en même temps. Donc, ça, c'est bien. Je vais juste évoquer MongoDB. Il y a quelque chose que je trouve intéressant à dire là-dessus. C'est qu'à chaque fois qu'on veut partager de l'information entre un service ou un autre, on va stocker l'information sur Mongo et l'autre va la chercher dans Mongo. Et en fait, c'est probablement pas la meilleure option.
Par exemple, moi, j'en parle à des archis, chez Worldline, ils me disent « Bah non, mais pourquoi tu n'utilises pas Redis ?» Sûrement, oui, ça aurait sûrement été mieux avec Redis peut-être. Mais en fait, comme on avait besoin de Mongo de toute façon, et que Mongo pouvait faire le job, on s'est dit, on va pas, n'ajoutons pas des tonnes de technologies, essayons de... Le problème, on ne peut pas dire que ce soit très très simple hein, comme projet, donc on va peut-être pas en rajouter. Et donc là, ma foi, alors probablement ça nous coûte quelque chose en termes de latence, hein, parce que c'est pas le truc le plus performant du monde pour aller juste faire des petits ping-ping comme ça. Mais on a eu cette idée qu'on allait rester sur une techno qui faisait le job pour pas mal de choses différentes, plutôt que d'avoir des trucs très spécialisés. Alors, 2-3 petits retours d'expérience aussi, et ça c'est important ça. Ça c'est important. Donc Worldline, boîte de paiement. Le paiement, il faut que ça marche, mais vraiment, il faut que ça marche. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un système qui ne marche pas, c'est la catastrophe. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des morts, mais il y a des millions d'euros qui partent en fumée, c'est vraiment la catastrophe. Donc les gens qui sont responsables d'un système de paiement, ils ne sont pas trop hyper branchés innovation, non. Eux, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Donc en gros, le risque, ce n'est pas leur truc. Ils ne veulent pas prendre de risques. Donc ce qui fait que tous les process côté paiement, alors je ne veux absolument pas dire du mal de ces gens-là, évidemment pas, hein, parce que finalement ça marche le paiement. Hein. Donc ça c'est pas mal déjà, ils font des trucs qui marchent, ce qui est bien. Mais tout ce qui est process côté paiement, la partie supérieure, c'est-à-dire l'application de paiement, celle qui va aller nous interroger nous, c'est d'un manque d'agilité absolu. C'est-à-dire que par exemple, donc nous on a un web service, on a démarré ce qu'on a appelé un proof of concept. Alors, qu'est-ce qu'un proof of concept? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin, on a appelé ça un proof of concept. Si à un moment ou un autre, je dis « Ah, on va faire une modification de l'API », donc nous, en 48 heures, on a modifié, on a fait l'évolution qu'on voulait faire dans une logique un peu... Bon, je mets MLOps aussi, là. C'est-à-dire, on a fait... nos modèles, ils fonctionnent de manière un peu différemment, on a rajouté un paramètre, on a changé l'API, on a déployé, machin, etc. Là-haut, il faut 2 mois. Il faut 2 mois parce que en fait, le code, il va être... donc les gens, en plus, il y a des équipes qui sont très loin hein, de développement. Et ces gens-là, ils vont faire leur développement. Après, ça va être validé, il va y avoir des commissions machin, quand est-ce qu'on le sort, tel truc, etc. Enfin bref, il faut 2 mois. Et donc ça veut dire que ça, même quand on est dans une logique agile, si on travaille avec des gens qui, eux, ne le sont pas, pour des bonnes raisons, hein, c'est pas la question, il faut en tenir compte. Et ça, il faut y penser dès le départ. Et je pense que je referai les choses autrement aujourd'hui si j'avais réfléchi à ça au début, parce qu'on a eu un certain nombre de changements d'API qui nous ont coûté extrêmement cher en termes de temps dans le projet. Dernier point avant ma conclusion, me semble-t-il. Quelque chose que j'ai vraiment trouvé génial dans un projet comme ça, c'est l'échelle. En fait, quand on fait du machine learning, si on travaille sur des tout petits projets, parfois c'est super intéressant, mais parfois ça a souvent quand même des côtés un petit peu frustrants. Quand vous travaillez, et donc à nouveau dans le paiement, je fais un peu de la pub parce que le paiement, c'est pas un secteur qui est super sexy. Hein. La plupart des gens, même chez Worldline d'ailleurs, quand ils sont pas dans le paiement, ils disent ouais, le paiement. Moi, ce que je trouve génial dans le paiement, c'est l'échelle. Donc là, nous, on travaille à 1 million de transactions par jour sur un seul client. Hein. C'est le POC. Hein. Le POC, 1 million de transactions par jour. Et ça, en fait, ça a des avantages qui sont extraordinaires pour quelqu'un qui fait du machine learning. Premier avantage, alors ça, c'est un truc, c'est que vous faites une expérience, vous avez tout de suite le résultat. Parce que de toute façon, le temps de démarrer le truc, vous revenez le lendemain matin, vous récupérez, vous avez eu 500 000 transactions, donc les résultats, vous les avez tout de suite. Mais même, j'irai plus loin, il y a ce qu'on appelle, donc ça c'est un concept à moi, A/B testing transparent. Qu'est-ce que c'est que l'A/B testing transparent? Bon, ça n'existe pas, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça. L'A/B testing transparent, c'est, vous avez tellement de transactions que votre algorithme, vous voulez tester un truc. Vous n'allez pas le tester sur 50% du flux, vous allez le tester sur 5% du flux. 5% du flux, en une journée, ça va faire 50 000 transactions, ça va suffire. Bon, ça peut suffire ou pas, vous attendez 2 jours si vous voulez attendre 2 jours, mais souvent, ça va suffire. Si sur les 5% du flux, vous avez une perte de performance de 5%, ça fait une perte de performance de 5% de 5%. Et ça, personne ne va s'en apercevoir. C'est ça qui est bien. C'est que le client qui va voir ces belles courbes de machin, d'acceptance rate, s'il y a 5% de 5% de baisse, bah, il ne le voit pas, c'est moins d'un pixel, donc de toute façon, c'est pas grave. Donc vous pouvez tester vos trucs sur une part du flux qui est tellement faible, en proportion, que finalement elle est indolore d'un point de vue expérimental. Et ça, c'est un avantage énorme quand on travaille sur des flux qui sont considérables. Puis enfin, un dernier point qui est quand même important pour moi, parce que moi je pense toujours à l'implication de ce qu'on fait, bah, c'est qu'on a un effet de levier qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que si l'acceptance rate en question, on fait gagner 1%, mais on est les rois du pétrole. Hein. Enfin, je veux dire, 1% dans le sens 1 point, si par exemple vous avez un acceptance rate à 85% et que vous le faites passer à 84% à l'échelle de toute l'entreprise.
bon, les gains, ils sont juste démentiels. Enfin, je veux dire, moi, j'aimerais bien être payé en pourcentage de ça, hein, mais c'est pas le cas, mais franchement, j'aimerais bien. Bon, je vais être totalement honnête, hein, plutôt que de faire mon malin, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Parce qu'en fait, pour l'instant, et à cause des raisons que j'expliquais avant, il est en production, mais après, je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il est utilisé, on va dire, pour de faux, quelque part. Et donc, on est encore en train d'attendre, là, en ce moment, de pouvoir vraiment dire, allez, go, on y va. Donc, il est utilisé dans un contexte où on peut déjà évaluer son fonctionnement, mais où, pour l'instant, il n'apporte pas de gains financiers, ni aux clients, ni à l'entreprise. Alors, je ne savais pas trop comment conclure, parce que je suis un peu parti dans tous les sens. Donc, je voulais conclure un petit peu sur un sujet dont on a déjà parlé, là, qui est le rôle du data scientist. Parce que là, en fait, aujourd'hui, je vous ai parlé de plein de trucs différents, des trucs de dev, des trucs ops, de l'analyse de données, des discussions avec les partenaires business, etc. Donc, data scientist, c'est un concept qui est apparu il y a une dizaine d'années. Je n'ai jamais aimé ce terme, mais sur mon CV, je le mets quand même, parce que c'est un peu le standard de l'industrie. On peut remarquer que les superstars du domaine, ils ne le mettent pas. Hein. Si on prend les grands, entre guillemets, data scientists, là, les Carpati ou les je sais pas trop qui, ou les François Chollet, ils ne mettent pas data scientist. Hein. Eux, ils considèrent que c'est une appellation. Mais enfin bon, je ne suis pas une star, donc moi je le mets. Et donc, c'est pour moi, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est un rôle qui est un petit peu au carrefour de plein de domaines. Donc ça, vous l'avez probablement déjà entendu. Et pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, je pense qu'il y en a pas mal, en fait, peut-être que vous allez avoir des sensibilités qui vont être un petit peu différentes. Vous allez avoir des gens, ils font de la data science, ils se disent « Ah, ça a l'air pas mal, moi je suis plutôt matheux, plutôt juste modélisation ». Après, il y en a d'autres, ils vont se dire « Ah ouais, moi je suis développeur », parce qu'il n'y en a quand même pas, moi j'ai une culture de développeur au départ, par exemple. Hein. Et il y en a d'autres, les opérations, ça les intéresse. Puis il y en a, c'est vraiment l'aspect business, l'aspect client qui va plus les intéresser. Et en fait, ce qu'il faut savoir, à mon avis, ça a été un peu ma conclusion, c'est qu'en fait, il y a un peu de la place pour tous ces gens-là, à condition qu'ils aient vraiment la volonté d'avoir une sensibilité dans les autres domaines aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le data scientist, il va être quelque part par là. Bon, évidemment, il y a plus de data analytics que du reste, hein, mais quand même, c'est important de bien voir le reste. Il va être quelque part par là, et puis dans votre carrière, vous allez pouvoir l'orienter dans un sens ou dans l'autre, que ce soit au début ou dans l'évolution de votre carrière ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, en tout cas dans la manière dont je l'entends, chacun sa définition, c'est pas un rôle qui est vraiment fixé quelque part, mais c'est plutôt, la définition elle est suffisamment floue pour pouvoir vous-même essayer de l'orienter dans un sens ou un autre. Et dans la mesure du possible, essayer de garder des compétences un peu dans tous les sens et rester, ce que les Anglais appellent, les Américains appellent un Jack of all trades, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu couteau suisse, quoi, qui sait faire différentes choses, sans être évidemment expert en tout, parce que personne n'est expert en tout. De mon côté, par exemple, moi j'ai une bonne sensibilité machine learning engineering, et data science, bon, c'est quand même mon titre, mais par exemple en statistique, je ne suis pas forcément un super champion des statistiques. J'ai des connaissances suffisamment bonnes pour pouvoir quand même faire le job, mais je n'ai pas un niveau d'un universitaire en statistique ou d'un doctorant en statistique dans ce domaine-là, mais ce n'est pas très grave. Je le sais, il faut en être conscient par contre, je le sais, et chacun a un petit peu ses domaines de spécialité, tout en ayant quand même une sensibilité dans les autres, et voilà, le data scientist, il évolue un petit peu au milieu de ce monde-là. Voilà, ça sera ma conclusion. Je vous remercie.